en fait, de passer, là, de prendre 1 heure là, pour voir qu'est-ce qu'on a à vous présenter. Vous allez adorer. En fait, on a une belle collaboration ici avec William, qui va se présenter dans quelques minutes. William qui travaille dans la firme Fasken, une très belle entreprise. On va vous présenter là, en fait là, dès qu'on avance ici là, dans les slides. Donc rapidement, je m'appelle Nicolas, directeur des ventes et partenariats chez Sulan. Donc j'ai eu la chance de travailler longtemps dans l'industrie de l'info nuagique, dans les partenariats. Puis c'est en fait tout l'avantage que j'emmène dans l'équipe ici là, dans le développement des solutions, développement des différents partenariats, puis de la clientèle qu'on a là avec Sulan. Donc, j'ai le plaisir, en fait, d'inviter William. William, qui est avocat, en fait. Je vais te laisser William te présenter, mais avocat chez la firme Pascal Martineau. Merci, merci Nicolas. Donc, bonjour à tous, là, bienvenue encore une fois. Très rapidement, je suis, comme Nick l'a dit, avocat chez Paskin à Montréal, en protection des renseignements personnels, protection des données et technologies émergentes. En gros, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on travaille principalement en lien avec les lois sur la protection des renseignements personnels, de la vie privée. Et j'ai nommé là, la fameuse loi 25, là, donc la nouvelle loi au Québec en matière de protection des renseignements personnels. On va y arriver. Et bref, donc ça, c'est vraiment mon day-to-day. Puis ça me fait vraiment plaisir. Là, merci à Solune pour l'organisation de ce webinaire-là là, aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'apporter mon input légal là, à cette présentation, quand même à saveur très juridique. Et donc, rapidement, là, chez Paskin, je m'occupe vraiment de tout ce qui est autant des grosses organisations institutionnelles que des entreprises émergentes, là, des startups avec des modèles d'affaires nouveaux genres, vraiment axés sur que ce soit un traitement massif de données ou d'autres technologies émergentes. Là. Donc, j'ai vraiment cette variété-là de mandats qui me sont confiés. Et ça va me faire plaisir, là, avec Nicolas, de répondre à vos questions à la fin. Donc, encore une fois, bienvenue. Puis, Nicolas, si je pense bien, je te redonne la parole pour la suite. Exactement. Donc, vous allez voir, le William emmène une version plus simple de tout. Donc, tout démystifier, puis enlever le jargon juridique, puis l'amener d'une manière là, assez comprenable là, pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en fait, on se réserve 15 minutes à la fin. 15 minutes que vous pouvez poser des questions au niveau de tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est juridique et légal, tout ce qui est conformité aussi, donc par rapport à la loi 25 ou autre. Donc, on a nos experts aussi en parallèle qui peuvent répondre à vos questions. Au niveau de l'agenda, en fait, rapidement, présentation des compagnies. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de clients de Sulan, mais on va faire une présentation rapide de qui est Sulan, qui est Fasken, quel avantage qu'on apporte. Ensuite, vous allez avoir une très grosse portion sur l'explication, les implications de la loi 25 pour votre entreprise. Donc, William va se faire un plaisir de montrer en fait chaque petit détail là, quant aux différentes étapes, aux différents requis au niveau de la loi 25, puis les répercussions possibles là, pour votre entreprise si vous n'adhérez pas. Ensuite, en fait, je vais vous montrer la collaboration d'une firme TI, donc celui-là, où est-ce qu'on devient un ajout logique avec une firme juridique légale pour venir mettre en place des solutions et consulter, vous assister puis prendre en charge dans tout ce qui touche la loi 25 là, au niveau opérationnel des TI. Puis, comme je mentionnais, là, en fait, vous allez avoir une période de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous allez pouvoir les poser directement dans le chat. On va avoir une équipe ici qui va pouvoir nous les envoyer, puis répondre aux besoins là, pour tout ce qui touche la conformité. Si je peux me permettre, si vous êtes trop gêné pour poser vos questions de vive voix, à moins de moi, si je me trompe, mais il y a quand même une fonction chat si vous voulez transmettre des questions par écrit. Ça va me faire plaisir d'essayer de répondre aussi à la fin. Exactement. Vous allez avoir aussi un suivi par la suite là, avec moi, mon courriel. Même chose pour William. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, on est ouvert, on est là pour vous aider, là, sans problème. Donc, qui est Sulan? Donc, maintenant, on a affaire depuis plus de 23 ans d'une firme à la base, une firme de consultants informatiques hautement qualifiée, spécialisée justement dans différentes solutions qu'on offre. Donc, on repose sur plusieurs valeurs au centre, dont l'excellence, qui est ce qu'on vit principalement à travers tous les aspects de la compagnie. Donc, vous voyez un peu avec les certifications qu'on a plus bas ou les en fait, certifications normes, prix, en fait, qu'on a gagné aussi. Donc, on est très fort au niveau de tout ce qui est Microsoft, partenariat Microsoft, les différentes expertises autour de ça. On a évidemment les différentes expertises au niveau de cybersécurité que vous allez voir. Donc, l'obtention de la certification cybersécurité Canada là, qui était faite dernièrement. On a aussi, en fait, plusieurs partenaires que vous allez voir dans quelques minutes. Je vois qu'il y a déjà une question. Je ne sais pas, Olivier, si en arrière, tu vois bien.
On a une main levée, en fait. C'est peut-être une erreur, je sais On a pas. main levée. On vous invite à utiliser l'option Q&A si jamais vous avez des questions. Dans l'entendant, je vais continuer. Donc, Solulan, firme qui offre principalement en fait des services gérés. Donc, la gestion complète de votre infrastructure, votre informatique, gestion de votre sécurité aussi. Donc, on offre services infonuagiques. On offre beaucoup d'expertise au niveau de tout ce qui est Microsoft, Microsoft Azure, Microsoft 365, la sécurité en arrière de Microsoft. On est très fort, en fait, au niveau de tout ce qui est service TI, tout ce qui est projet. Donc, même dans l'installation d'infrastructures, la gestion du network, tout ce qui touche, en fait, vendre en fait, du matériel, l'installation de matériel, la configuration. Mais principalement, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est tout ce qui touche la cybersécurité. Donc, pour ceux qui connaissent déjà Sudlan, c'est une tangente très importante pour la compagnie. Donc, une partie que vous allez voir bien là, dans les prochaines étapes, puis dans vraiment notre offre qui touche la loi 25. Là. Rapidement, au niveau de Sudlan, on se distingue vraiment dans 3 catégories, 3 parties là, qui sont vraiment importantes pour nous. Donc, l'expertise. Donc, évidemment, on est là en affaires depuis plus de 23 ans. Une vision très avant-gardiste. On va toucher à différentes solutions, aller justement implémenter les meilleures solutions, les tester à l'interne, les déployer pour nos clients. Donc, on a vraiment beaucoup d'expertise, beaucoup de certifications avec les différents membres de l'équipe. Une équipe très forte au niveau technique, une équipe très forte au niveau des ventes que je gère aussi. On a le best in class, anglicisme, qui veut dire en fait qu'on s'assure qu'on vit l'excellence même dans l'obtention des différentes solutions qu'on peut revendre à notre clientèle, qu'on peut mettre en place. Donc, on va chercher vraiment ce qui est mieux sur le marché. On va aller chercher les meilleurs partenaires, les meilleurs partenariats, référer aussi nous, dans différentes choses qu'on n'est pas confortable. Donc, on parle d'ERP ou différents volets qu'on est plus ou moins impliqué, mais qui touchent indirectement les TI. À ce moment-là, on va aller chercher les meilleurs partenaires pour vous référer. Puis, en fait, le point le plus important, selon nous, c'est la flexibilité. Donc, avec les différents experts qu'on a à l'intérieur, avec les différentes solutions, avec les différentes offres qu'on a en fait, dans l'équipe, dans la compagnie, on a la possibilité d'offrir différents packages, s'adapter à nos clientèles, personnaliser nos offres. C'est vraiment un point distinctif là, dans le marché là, quant à ce qu'on offre au niveau de la cybersécurité, des services gérés et les différentes solutions. Rapidement, j'ai parlé de partenariat. Fait best in class, c'est vraiment vécu aussi à travers tout ce qu'on fait, mais à travers les partenariats qu'on choisit. Donc, on sélectionne vraiment ce qu'il y a de mieux sur le marché. Vous connaissez sûrement des logos comme Dell, HP au niveau du matériel, Microsoft, évidemment. Pour ceux, en fait, au Québec, donc ShareWeb, qui est très, très populaire, puis Paxate, donc tous des partenaires infonuagiques, les meilleurs partenaires qu'on peut trouver. Mais c'est important pour nous de se reposer sur ce qu'il y a de mieux. Excusez-moi, messieurs, on m'informe que les gens ne voient pas le PowerPoint. Juste valider peut-être avec l'audience que vous le voyez bien. Je ne sais pas si le monde m'entend en ce moment. Donnez-moi un petit instant, on va regarder ça. Sinon, si ça ne marche pas, Oli, je peux juste partager mon écran puis qu'on y aille à mitaine, dans le pire des cas. Là. Sinon, juste un pouce. Si quelqu'un voit en fait la page qui parle de les avantages de LAN, Regardez notre ça. main levée, mais j'imagine que c'est une confirmation que ça fonctionne. Donc, en attendant, en fait, je vais continuer. On va s'assurer d'avoir un support visuel pour le fond de la présentation, mais je pense que pour nos présentations respectives, très rapides, on peut marcher sans PowerPoint pour l'instant. OK, là, on me dit que ça marche pour certains, en tout cas. On peut continuer. Parfait. Donc, en fait, Olivier, qui est en arrière-plan, désolé, vous ne voyez pas Olivier, tout le monde, mais Olivier, est-ce que tu peux juste avancer? Je crois que c'est toi qui contrôle la présentation. Super. Donc, merci. Je vois qu'on est rendu sur la salle Fasken. Donc, je vous explique en 30 secondes, là, très, très rapidement, ce qu'est Fasken pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, oui, cabinet d'avocats. On a un bureau où je travaille à Montréal, mais on est vraiment un cabinet d'avocats essentiellement canadien. Là. On a des bureaux dans toutes les grandes villes au Canada, Vancouver, Calgary, Ottawa, Québec. Et autres. Là. On a aussi vraiment une expertise, oui, en protection des renseignements personnels, en technologie, mais on se veut un guichet unique là, en matière de services juridiques, donc droit du travail, droit des affaires,
Tout ce qui touche aux aspects juridiques d'une entreprise, on est là pour aider donc les petites, moyennes, grandes entreprises. Au Canada, on a aussi une expertise pour tout ce qui est règlement général sur la protection des données en Europe, donc le fameux RGPD, GDPR. On a des avocats habilités avec leur barreau de Paris pour conseiller sur ce règlement-là qui peut s'appliquer à des organisations canadiennes aussi. Donc, on couvre vraiment un grand éventail, autant en protection des renseignements personnels qu'en services juridiques de manière générale. Là, on couvre pas mal tous les demandes, les besoins juridiques qu'une entreprise peut avoir dans son cycle de vie. Vous voyez certains metrics sur la slide, donc je ne vais pas vous les lire, mais bon, vous voyez qu'on est vraiment présent là, avec en grande quantité dans toutes ces juridictions-là. Donc, on y est dans le vif du sujet, la loi 25. Donc, je vais juste faire une mise au point. Là. Aujourd'hui, mon but, évidemment, ce n'est pas de vous donner un cours de droit. Je vais essayer de vulgariser des concepts, de vous expliquer du mieux que je peux avec le temps qui nous a alloué ce qu'est la loi 25, ce qu'elle implique pour les entreprises, ce qui est important de retenir en matière de ce qui doit changer, en fait, là, dans vos pratiques en matière de protection des données. Puis vraiment d'essayer de donner là, des conseils concrets, bien que généraux, là, qui peuvent un peu s'appliquer à tout le monde, mais de vous fournir l'information nécessaire pour que vous puissiez prendre action ensuite. Donc, la loi 25, grosso modo, c'est le surnom qu'on donne à la loi qui vient amender, qui vient réformer, en fait, le cadre législatif au Québec en matière de renseignement personnel, la protection des renseignements personnels. C'est une loi québécoise, puis au Québec, on a déjà, depuis 1994, une loi qui traite de ça. C'est cette loi-là qui va être amendée et réformée, donc la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Puis on a son pendant du secteur public, qui est la loi sur l'accès à l'information et aux documents des organismes publics. Donc, vraiment, on a ces deux lois-là, secteur privé et secteur public, qui sont amendées avec des amendements substantiellement, je dirais, quand même similaires d'une loi à l'autre par la loi 25. La loi actuelle, bref, avant qu'elle soit amendée, là, elle était vieille de 1994. Ça veut dire qu'on parlait encore de dossier physique, de constituer un dossier sur une personne. On avait vraiment une loi qui avait un besoin d'être réformée dans le contexte qu'on vit actuellement, que ce soit là, dans le tout récent essor en matière d'intelligence artificielle, mais plus généralement, le traitement de données qui devient omniprésent dans toute entreprise qui veut avoir des activités marketing efficaces ou avoir du business intelligence ou bref, avoir une analyse de données ou bref, le traitement de données est omniprésent aujourd'hui en 2023. Et donc, le gouvernement et le législateur ont tout mis ça en branle pour avoir un nouveau cadre modernisé de renseignement personnel. C'est bien beau tout ça, là, modernisé, mais on s'entend qu'il y a principalement des obligations qui s'ajoutent et donc des restrictions additionnelles qui sont introduites par la loi 25. Et on va en faire un aperçu aujourd'hui ensemble. Peut-être juste pour mettre la table, deux choses, là, avant de passer à la prochaine slide, deux choses principales que je veux vous dire pour mettre la table. De un, c'est pas juste des nouvelles obligations, c'est aussi quand même des conséquences beaucoup plus importantes de ne pas se conformer à la loi en matière de protection des renseignements personnels. La fameuse loi qu'on connaît aujourd'hui, qui s'applique aujourd'hui, donc depuis 1994 et avec certains amendements qui sont rentrés en 2022, prévoit pas des sanctions importantes. En fait, elle prévoit qu'un très mince pouvoir de sanction de la Commission d'accès à l'information qui est pratiquement jamais exercé. Donc, les conséquences pratiques de non-conformité à cette loi-là étaient essentiellement des risques réputationnels, de faire l'objet d'un rapport d'enquête de la Commission d'accès. Il n'y avait pas de sanctions monétaires. Un des principaux volets qui fait jaser avec la loi 25, c'est l'ajout de pouvoirs de sanctions très importants, donc inspiré du RGPD en Europe. On parle de sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars et des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars. Ça ne veut pas dire que ça va être ces montants-là qui vont être imposés là, de façon systématique. Au contraire, c'est des seuils maximum. Mais ça montre quand même l'étendue du pouvoir de sanction et les dents qu'on vient donner à cette loi-là et aux régulateurs en matière de renseignement personnel. Donc, ça vient, je dirais, renforcer l'importance de s'informer et de prendre action en lien avec ces changements-là.
Autre chose que je veux vous mentionner pour mettre la table, c'est que la loi 25, là, pour que vous compreniez bien, je ne veux pas rentrer trop dans les technicités juridiques, là, mais le projet de loi lui-même prévoit une entrée en vigueur. Donc, quand les amendements vont avoir force de loi, ils vont s'appliquer aux entreprises, vont devoir être respectés. Des entrées en vigueur en 3 vagues. Les vagues, c'est comme un peu la COVID-19, en fait. Il y a plusieurs vagues, là, puis la plus petite vague est déjà passée. Donc, c'est les 22 septembre 2022, qui était la première vague d'entrée en vigueur, le 22 septembre 2023, qui est la grosse vague d'amendements. Donc, la grande majorité des amendements entrent en vigueur cet automne. Puis, on a une autre petite vague le 22 septembre 2024, là, donc certains petits amendements qui entrent en vigueur plus loin dans le temps. Merci. Donc, vous avez vraiment, là, en tout cas pour ceux qui voient la slide, vous avez vraiment un aperçu de ces changements-là. Ce qui est déjà entré en vigueur, c'est sûr que je vais peut-être l'aborder plus rapidement dans le cadre de la présentation. Mais vous allez le voir, là, on a la réponse aux incidents de confidentialité et la notification à la commission d'accès et aux individus. Puis on a aussi la désignation d'une personne responsable au sein de l'entreprise pour tout ce qui est protection des renseignements personnels. Donc, essentiellement, c'est le portrait là, du contexte dans lequel la loi 25 s'inscrit. Puis, je pense qu'avant de rentrer dans les différents sujets, donc les différentes nouveautés de la loi 25, reste à voir 2 choses ensemble. De un, qu'est-ce qui est un renseignement personnel? Donc, c'est vraiment ça qui est couvert et visé par la loi. Puis, comment est-ce qu'on distingue ça de la sécurité de l'information ou la cybersécurité de manière générale? Je pense que c'est une distinction importante à faire. Puis, si on peut, je ne sais plus si j'ai contrôle au slide, mais si on peut juste aller à la slide précédente, là, juste pour. J'aimais beaucoup mon petit schéma qui venait illustrer ça. C'est sûr que, donc, les renseignements personnels, c'est une sorte d'information confidentielle qui est vraiment de l'information qui concerne un individu et qui permet de l'identifier. C'est une définition très large, par exemple. Donc, même des informations qui sont, par exemple, en lien avec ma navigation en ligne, qui peuvent être collectées par des outils comme Google Analytics, dans la mesure où ces informations-là peuvent être rattachées à mon profil ou rattachées à mon identité par la personne qui contrôle l'information, c'est considéré comme des renseignements personnels. Donc, la définition de renseignement personnel demeure très large, mais il faut quand même la distinguer de tout ce qui est sécurité de l'information. Puis ça peut viser sécuriser des infrastructures critiques, sécuriser de l'information confidentielle commerciale qui concerne des entreprises, des secrets d'affaires. Donc, tout ce qui est sécurité de l'information va être plus large. Et là, une boîte rentre dans l'autre. La loi sur la protection des renseignements personnels prévoit quand même des dispositions et certaines nouveautés en lien avec la sécurité des renseignements personnels. Donc, tout ça s'entremêle, mais je veux juste bien le baliser un peu de ce dont on allait parler. En tout cas, selon moi, j'allais parler aujourd'hui en matière de loi 25. On parle de renseignements personnels, ce qui est quand même plus spécifique que la sécurité de l'information en général. Donc, ceci étant dit, je vais avancer, puis je vais me permettre d'essayer d'avancer. Je pense que ça fonctionne. Donc, avancer dans les slides pour vous parler d'abord des fameuses mesures de sécurité qui doivent être prises pour protéger les renseignements personnels. Je commence par ça, puis je vous dis bien drôlement qu'il n'y a pas de changement dans la loi. C'est une des seules dispositions dans la loi 25. Donc, ça, ce que vous voyez à l'écran, donc de prendre des mesures de sécurité pour protéger les renseignements personnels. C'est une des seules dispositions qui n'est pas changée ou amendée par la loi 25. Toutefois, les mesures de sécurité, comme c'est prévu dans la loi actuelle, doivent prendre en considération la sensibilité, la finalité de l'utilisation, la quantité, la répartition. Donc, il y a un statu quo quant à la disposition, là, donc l'obligation de sécuriser, mais il y a quand même 2 changements importants. Le premier changement, c'est que la sensibilité des renseignements personnels sensibles, maintenant, ce concept-là est défini dans la nouvelle loi au Québec. Et lorsqu'on parle de renseignements personnels sensibles, comme vous le voyez à l'écran, on doit prendre des mesures de sécurité plus fortes, plus importantes et plus rigoureuses, que ce soit d'un point de vue technologique, physique ou bref, organisationnel, comme le contrôle d'accès. Et ce que la loi 25 nous apprend sur ce qu'est un renseignement personnel sensible, eh bien, on peut avoir des renseignements personnels qui sont de nature médicale, de nature biométrique, donc tout ce qui
tout ce qui est attrait à mes caractéristiques physiologiques qui permettent de m'identifier, comme mon empreinte digitale, etc., la forme de mon visage, mais aussi tout autre renseignement personnel qui serait autrement intime. On peut penser à certaines, je sais pas moi, certaines activités que des gens, par exemple, certaines activités que certaines personnes vont exercer en ligne à l'abri des regards. Ils pensent qu'ils ont vraiment une attente d'intimité, de vie privée. Et donc, certains renseignements personnels, selon le contexte, peuvent aussi être considérés sensibles et donc exiger des mesures de sécurité plus importantes. Et l'autre chose qui change, j'en ai parlé là, rapidement tout à l'heure, mais c'est surtout la conséquence de ne pas sécuriser adéquatement les renseignements personnels. J'ai parlé des sanctions, donc 10 millions par sanction administrative, 25 millions par sanction pénale, là, ça c'est les maximums. C'est un changement radical avec ce qu'on avait auparavant. Donc voilà, donc ça c'est peut-être le premier volet que je voulais discuter avec vous, la sécurité des renseignements personnels. Donc de sécuriser leur intégrité et la confidentialité de ces renseignements-là. Excuse-moi, Will, dans le fond, c'est encore moi qui contrôle, juste pour ton information. Il y en a qui voient le PowerPoint, il y en a qui ne le voient pas. Étrangement, on continue à travailler là-dessus pour votre information. Mais si tu veux avancer, juste à me le mentionner. Donc, allons-y, on peut avancer, Olivier, merci. Donc, on a parlé de sécurité des renseignements personnels, mais il y a aussi des nouveaux concepts quand même afférents à la sécurité des renseignements personnels qui sont introduits dans la loi 25. Notamment, on vient parler de procédés technologiques comme la dépersonnalisation, l'anonymisation et la destruction des renseignements personnels. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? De quoi on parle? Eh bien, la dépersonnalisation et l'anonymisation, la loi, là, ce qu'elle reconnaît, c'est que c'est deux procédés qui permettent pour le premier de retirer certains identifiants directs d'un jeu de données. Là. Donc, par exemple, j'ai une base de données de tous les participants à la rencontre d'aujourd'hui. Je pourrais enlever, par exemple, les adresses courriels, les noms et me retrouver avec, par exemple, l'employeur et certaines autres informations qui me permettraient, si je fais certaines recherches, là, puis je mets en contexte certaines données, quand même d'identifier, de retrouver votre identité, donc de retrouver qui était présent à la rencontre, là, au webinaire, donc en ayant, par exemple, le nom de l'employeur, le poste, le titre et un numéro de téléphone, par exemple. Donc, on pourrait avoir une forme de renseignement dépersonnalisé où j'ai enlevé certains identifiants directs, mais que ce n'est pas irréversible. Donc, cette première notion-là de renseignement dépersonnalisé est encore considérée comme des renseignements personnels au sens de la loi. Donc, c'est encore sujet aux restrictions qu'on va discuter aujourd'hui. Il y a certaines flexibilités qui sont offertes, là, ça c'est vraiment nouveau, en lien avec les renseignements dépersonnalisés, notamment qu'une entreprise peut, sans le consentement des individus concernés ou sans avoir de formalité additionnelle, peut utiliser à l'interne des renseignements personnels s'ils sont dépersonnalisés à des fins d'analyse, de recherche, d'études de statistiques, comme une étude de marché. On peut penser à du business intelligence ici. Donc, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles avec la loi 25, il y a quand même aussi des nouvelles notions qui permettent aux entreprises qui reconnaissent en fait que les entreprises ont besoin des données pour faire certaines analyses à l'interne. On a les renseignements personnels ensuite. Là, on a parlé de dépersonnalisés. On a les renseignements personnels qui sont anonymisés. Donc, ça, anonymisé, c'est un seuil supérieur en matière de procédés techniques là, qui fait vraiment en sorte qu'un renseignement devienne une pure statistique, en fait, qui est un renseignement purement anonyme et de manière irréversible. On ne peut plus identifier qui que ce soit à l'aide du jeu de données qui a été anonymisé. Ces données-là, évidemment, ne sont en principe plus sujettes aux restrictions et aux obligations de la loi. Ce n'est plus des renseignements personnels. Et on peut bien en faire ce qu'on en veut dans la mesure où on est anonymisé là, pour des finalités quand même légitimes. C'est ce que la loi prévoit. On attend d'avoir un peu plus de contexte de la part du régulateur. Mais je vous le dis parce que c'est vraiment des nouveaux concepts qui sont d'actualité puis qui sont introduits, qui vont entrer en vigueur à partir de 2023, là, à partir de cet automne, dans la loi 25, qui permettent quand même de soit se soustraire à des obligations ou de diminuer de se donner certains droits en lien avec les données dans la mesure où les procédés techniques sont bel et bien appliqués aux données. Il est supposé avoir un règlement, là, donc accessoire à la loi 25, qui va spécifier les méthodes d'anonymisation ou les bonnes pratiques en matière d'anonymisation, parce que ces pratiques-là, évidemment, puis
Vous le voyez, là, la loi 25, c'est juridique, mais c'est très multidisciplinaire. Là. Nick va nous parler un peu plus des composantes opérationnelles et techniques, mais c'est sûr que les techniques d'anonymisation, ça touche beaucoup plus là, à la technologie, c'est intrinsèque à la technologie, puis ça a amené à bouger, à développer rapidement au fil des ans. Et les lois, c'est trop long à adopter. Parce que c'est trop long. Donc, on se prévoit vraiment une flexibilité en disant qu'on doit anonymiser selon les meilleures pratiques de l'industrie au moment où on applique la loi. Donc voilà, on a parlé de dépersonnalisation, d'anonymisation. Donc c'est quand même aussi, on peut voir ça comme des mesures de sécurité qui permettent d'éviter que si une personne accède au renseignement personnel de manière non autorisée, bien, ne puisse pas nécessairement identifier les gens, voler leur identité. Mais pour tout ce qui est incident là, de confidentialité, on va le traiter plus tard. Ensuite, détruire. Pour moi, détruire, là, dans les trois notions que vous voyez, que vous avez vu à l'écran tantôt, on parlait de dépersonnalisation, anonymisation, destruction. Je vous dirais que destruction, vous en avez un à retenir, c'est destruction des renseignements personnels. Parce que là, on ne parle plus d'un procédé technologique qui permet là, de peut-être modifier un peu ses obligations. On parle de nouvelles obligations qui ne s'appliquaient pas au Québec auparavant, qui s'appliquent à toutes les entreprises qui possèdent des renseignements personnels. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a une obligation là, d'agir, de détruire systématiquement les renseignements personnels en la possession de l'entreprise dont elle n'a plus besoin pour les finalités auxquelles elle les a recueillis. Si j'ai une multitude de dossiers clients, là, des individus, des particuliers, puis en 5 ans, je veux dire, le client, j'ai eu aucune interaction avec ce client-là, je n'ai eu j'ai eu aucune finalité, j'ai aucun service à rendre, j'ai aucun produit à livrer. Normalement, il y a donc une suppression des données qui doit être faite. Et donc, ça, c'est une nouvelle obligation très importante en matière de protection des données. Qui n'étaient pas là auparavant. Avant, on avait juste l'obligation de ne pas les utiliser dans la mesure où on n'a pas de finalité, là, on n'a plus de finalité valable pour les traiter. Donc maintenant, on doit supprimer, on doit prévoir des mécanismes de suppression automatique et des calendriers de rétention. Parce que c'est sûr que là, souvent, là, les gens, quand je donne cette présentation-là, me disent ben là, je veux dire, il faut que je garde des reçus, il faut que je garde des documents par exemple, en matière fiscale, pour rendre compte aux autorités fiscales. Mais c'est sûr qu'il faut regarder d'un, est-ce qu'on a une finalité? Est-ce qu'on a vraiment une finalité pour laquelle on a eu un consentement là, pour traiter les renseignements personnels, mais aussi est-ce qu'on a d'autres obligations légales qui nous obligent de conserver les renseignements personnels? Dans cette mesure-là, on n'est pas juste en droit, on a l'obligation de les conserver. C'est pour ça que normalement, un calendrier de rétention permet de classifier les données selon les différents types, les différents contextes. On se prévoit des délais pour supprimer les données systématiquement après une certaine période. Donc, c'est quand même un travail de moine, on en convient, mais bon, c'est très important là, comme nouvelle obligation. Et je pense que c'est d'autant plus important. Oli, si tu vas avancer un peu dans les slides. Ouais, donc c'est exactement la bonne. C'est d'autant plus important de détruire ou se débarrasser des renseignements personnels qui sont plus nécessaires à la conduite de nos activités. Dans la mesure où si l'entreprise est victime d'une cyberattaque, d'un incident de confidentialité, on sait, là, ça arrive de plus en plus, le nombre d'incidents majeurs de cybersécurité d'année en année se multiplie. Nick va pouvoir aussi en discuter, là, mais d'un point de vue juridique, il y a une nouvelle obligation qui est entrée en vigueur déjà là, dans la première vague en septembre 2022 en matière de réponse à un incident de confidentialité. Ce qu'on veut dire par un incident de confidentialité, donc encore une fois, c'est un accès non autorisé, une utilisation non autorisée de renseignements personnels, que ce soit des ransomware, je veux dire des gens vraiment mal intentionnés, ou un accident, donc un employé qui envoie par erreur une liste importante là, de données, de renseignements personnels, avec des renseignements personnels de santé, par exemple, sensibles. Donc, ça aussi peut constituer un incident de confidentialité. Donc, lorsque cet incident-là là, survient, il y a des nouvelles obligations qui surgissent en matière. Puis vous voyez, pour ceux qui voient l'écran, là, donc vous avez une obligation de contenir, de contain, excusez-moi l'expression anglaise, donc de contain l'incident et de prendre des mesures, toutes les mesures qui sont nécessaires pour permettre que ça ne se propage pas, qu'on n'ait pas d'autres accès ou d'utilisation non autorisée de renseignements personnels. Donc, de vraiment maîtriser la situation. Il y a une question juridique qui se pose lorsqu'il y a un tel incident qui survient, c'est à savoir, est-ce que
Donc, selon les circonstances, selon justement si c'est des gens mal intentionnés qui ont vraiment attaqué mes systèmes, la sensibilité des renseignements, est-ce qu'il y a un risque réel de préjudice sérieux pour les individus concernés? Donc, ça, c'est une belle grande notion juridique encore, le risque réel de préjudice sérieux. Mais c'est une question importante parce que c'est ce qui déclenche l'obligation, si on est en présence d'un risque réel de préjudice sérieux, l'obligation de notifier la commission d'accès à l'information, les individus concernés et d'autres tiers là, qui pourraient nous aider à réduire le préjudice que ces individus-là peuvent subir. Un exemple concret, là, puis qu'on voit le plus souvent, je dirais, c'est si, par exemple, il y a des numéros d'assurance sociale, des copies de passeport qui ont fuité, là, puis c'est vraiment causé par quelqu'un qu'on sait mal intentionné, donc un threat actor là, externe, par un ransomware ou autre qui a accédé à ces données-là. Je ne veux pas généraliser, mais là, on est quand même dans une situation où il y a un risque quand même très fort que soit ces données-là soient publiées sur le dark web, qu'il y ait des vols d'identité qui soient faits. Et ici, on parle donc d'un risque réel de préjudice sérieux de manière générale. Et par exemple, lorsqu'on parle d'un tiers qui pourrait nous aider à justement réduire le préjudice, diminuer le préjudice pour les individus, on peut penser à Equifax ou les autres entreprises similaires qui permettent de faire une surveillance de crédit, de vérifier justement s'il n'y a pas des activités malicieuses en lien avec notre identité, nos cartes de crédit, etc. Donc, voici le portrait, grosso modo, là, de ce qui est le régime de réponse aux incidents de confidentialité en vertu de la loi québécoise. Je le rappelle, c'est déjà en vigueur depuis septembre 2022. Puis, c'est sûr que la loi ne prévoit pas expressément d'avoir un plan de réponse aux incidents, mais le pendant, la conséquence immédiate de cette obligation-là, c'est de se préparer parce que Dieu sait qu'il vaut mieux prévenir que guérir là, et d'avoir du moins un mode d'emploi qui nous permet à nous, à nos employés, de savoir comment réagir lors d'un incident, à qui escalate cette information-là, qui doit prendre les décisions parce que une réponse aux incidents de confidentialité en pratique, c'est presque une question de minutes. Là. Il faut agir très, 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 très rapidement. Et bien sûr, là, les avocats jouent un rôle important, mais c'est encore une fois un exercice multidisciplinaire. On doit travailler avec les TI, on doit travailler avec des firmes comme, bien sûr, celui-là qui nous permettent d'avoir des produits pour prévenir, guérir, Nick va en parler, mais aussi des firmes de cybersécurité en enquête forensique, etc. Donc, je le dis encore, c'est vaut mieux se préparer avec un mode d'emploi documenté qui nous permet, lorsqu'on notifie à la commission d'accès à l'information, de, bref, justifier, documenter toutes les mesures, les précautions qu'on avait prises là, auparavant pour éviter et se préparer à un tel événement, ce qui montre quand même une bonne gouvernance là, au sein de l'entreprise. Une autre conséquence de ce mécanisme de signalement-là, c'est que ça permet à la commission d'accès à l'information d'ouvrir le capot, en quelque sorte, d'avoir une raison pour ouvrir le capot de la voiture. Parce qu'un cyber-incident, comme on l'a dit, ça peut arriver un peu à plusieurs entreprises, mais la commission d'accès peut, lorsqu'elle a été notifiée d'un incident, parce qu'il y a des circonstances particulières, parce qu'on a notifié assez tardivement, par exemple, se poser des questions, puis va démarrer une enquête là, en lien avec cet incident-là ou les pratiques en général de l'entreprise en matière de protection des renseignements personnels. Donc, c'est des signaux qui peuvent lui donner d'autres raisons pour déclencher une enquête et bref, qui peut résulter aux conséquences qu'on a discutées tout à l'heure. Encore une fois, raison de plus pour supprimer, se débarrasser systématiquement des données qu'on n'a plus besoin. Ça peut vraiment diminuer des fois le risque réel de préjudice sérieux pour les individus si on a une accumulation de données dans les 30 dernières années. Ça peut beaucoup changer la donne là, sur les conséquences, autant juridiques qu'opérationnelles, d'un incident de confidentialité. Donc, voilà pour ce sujet. Je prends une petite pause, puis Ali, si tu veux changer de slide. Super, merci. Excusez-moi, je vais juste mettre ça ici. Parfait. Autre modification très importante là, avec la loi 25 qui a fait beaucoup jaser, écoutez, c'est le transfert hors Québec de renseignements personnels. On parle ici là, de toute communication par une entreprise de renseignements personnels à un prestataire de services, que ce soit des services d'hébergement, bref, un hébergeur de données, Amazon Web Services, name it, là, qui est situé à l'extérieur de la province du Québec. Donc, quand on est dans une telle situation, qu'on transfère des renseignements personnels à tout prestataire qui stocke les données à l'extérieur du Québec, on a des nouvelles obligations
de faire une évaluation de risque, là, qu'on appelle les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée, pour documenter, encore une fois, une analyse qui doit conclure que le renseignement personnel dans l'autre juridiction, là, qui a d'autres lois, qui prévoit vraiment d'autres cadres législatifs que ce qu'on parle aujourd'hui, va nous permettre d'assurer une protection adéquate des renseignements personnels. Donc, le but de cette disposition-là, c'est de s'assurer que, veut pas, la loi au Québec continue de protéger les données des Québécois lorsque les entreprises transfèrent les données à l'extérieur de la province. C'est une disposition, encore une fois, je le dis, là, c'est assez comment dire, il y a beaucoup de gens qui s'arrachent les cheveux là, en lien avec cette disposition-là pour comprendre un peu à quoi va ressembler l'exercice d'évaluation de facteurs relatifs à la vie privée. Vous avez à l'écran donc les 4 facteurs principaux qui sont énoncés dans la loi à vérifier. Encore une fois, la sensibilité des renseignements personnels, les finalités, pourquoi on va les utiliser, les mesures de protection en place chez le destinataire des données, puis le régime juridique applicable dans la juridiction du destinataire. Donc, c'est quand même un gros fardeau là, pour les entreprises d'avoir à faire une analyse de droit comparé. Par exemple, la loi sur la protection des données dans l'État de la Virginie aux États-Unis, qu'est-ce que ça prévoit? Est-ce que c'est équivalent un peu au Québec? On attend des lignes directrices de la commission d'accès là, sur ce sujet-là précis. Mais c'est à garder sur votre radar quand même. Là, ce que je peux conseiller, c'est de faire un inventaire des transferts hors Québec de renseignements personnels. Donc, les prestataires qui reçoivent des renseignements personnels sous votre responsabilité, là, puis qui sont situés hors Québec, pour soit essayer de changer, dans un monde idéal, changer la localisation des serveurs ou sinon bien réviser le contrat là, pour s'assurer justement qu'on vient combler les risques qui ont été identifiés dans l'analyse de risque, qui est obligatoire à partir de septembre 2023. Je vois le temps qui file. Je vais continuer sur un autre sujet pour vous donner un aperçu, l'aperçu le plus complet possible. Donc, si on va à la prochaine slide, on en a parlé tantôt. Il y a un responsable de la protection des renseignements personnels. La diapositive aurait dû être mise à jour, mais ce n'est pas dans 1 an ni 2. C'est déjà en vigueur. Donc, c'est entré en vigueur par le passé, donc en septembre 2022. Par défaut, c'est la personne qui a la plus haute autorité au sein de l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas désigné une personne responsable de la protection des renseignements personnels qu'il n'y en a pas au sens de la loi. Donc, c'est le CEO, le président, le directeur général qui va avoir ce chapeau-là. Et il doit vraiment responsabiliser et s'assurer de la gouvernance de l'entreprise, que ce soit en matière de conservation, de destruction des renseignements personnels, de recevoir des plaintes des individus en lien avec leurs renseignements personnels, de faire la fameuse évaluation de risque qu'on vient de discuter, notamment pour les transferts hors Québec. Ça peut être quelqu'un qui est désigné, donc on peut déléguer cette tâche-là, c'est pas obligé que ce soit la personne avec la plus haute autorité. Bien sûr, il faut le faire par écrit, là, puis ça peut être quelqu'un à l'interne, mais aussi ça peut être quelqu'un qui est délégué à l'externe. Il y a des firmes qui offrent ces services-là pour les entreprises. Next slide. Merci beaucoup, William. Nick, si je peux juste te prendre 2 minutes pour donner une exclusivité, là, en fait. Là, pas une exclusivité, mais vraiment une nouveauté toute fraîche en matière de loi 25. Ça fait longtemps qu'on attend justement des lignes directrices de la Commission d'accès à l'information, un peu plus de contenu sur comment interpréter et appliquer les nouvelles dispositions. Puis, je tiens à vous dire que hier midi, il y a des nouvelles lignes directrices qui ont été publiées sur le consentement par la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est vraiment le premier document officiel, là, formel, d'interprétation qui a été publié par la Commission d'accès à l'information. Encore une fois, je ne veux pas tomber dans les technicités juridiques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le consentement, c'est vraiment l'assise fondamentale pour traiter des renseignements personnels. Tu sais, les fameuses politiques de confidentialité, je comprends, on ne les lit jamais là, en ligne, là, mais il y a quand même un droit des individus d'être concernés, puis les entreprises ont quand même encore l'obligation d'obtenir un consentement au traitement des renseignements personnels, parce qu'ils appartiennent aux individus, les renseignements personnels. Et ce que la commission d'accès, là, en 2 secondes, est venue peut-être clarifier, c'est qu'on ne peut pas nécessairement incentiviser, donc offrir des avantages aux individus pour qu'ils consentent au traitement de leurs renseignements personnels ou qu'ils consentent à l'activation des cookies sur un site web. Le consentement doit vraiment être libre. Donc ça, c'est une des choses que je retiens là, après une première lecture. Puis aussi que le consentement doit être granulaire. Donc, on doit demander un consentement, pas juste donc oui à tout ou non à tout. On doit quand même, selon les différentes finalités, par exemple, envoyer une infolettre, traiter des commandes. On doit quand même demander des consentements de manière granulaire au Québec. Donc, c'est des obligations, encore une fois, assez lourdes là, et à prendre en considération pour les entreprises au Québec. Mais
Je m'arrête là, puis je vais garder du temps pour Nick et pour les questions un peu plus tard. Merci beaucoup, Will. Merci. Écoutez, j'imagine que c'est beaucoup de choses en même temps, beaucoup de termes, beaucoup de jargon juridique. William qui essaie de le mettre le plus facile, en fait, pour tout le monde, pour la compréhension, mais il est à votre disposition. Donc, on vous donnera, en fait, dans le courriel de suivi, son courriel à lui. Vous allez pouvoir communiquer avec lui n'importe quand si vous avez des questions. Puis, en fait, je voulais vous remercier aussi parce que je crois qu'on a encore des problèmes au niveau de la présentation. Donc, certaines personnes qui ne voient pas ce qu'on présente. Donc, je vous assure qu'on va vous envoyer la présentation après en enregistrement, puis vraiment la présentation là, en termes de deck, là, de PDF. Donc, Olivier, tu peux avancer. Donc, vraiment, vous le voyez, tout ce qui est légal, juridique, on a des firmes comme Fasken qui sont là vraiment pour vous assister. Donc, autant dans l'avant-plan, donc déterminer ce que vous avez, vraiment préparer le tout, préparer le terrain. Autant aussi là, dans la suite des choses. Donc, au niveau d'un cyberincident, quand il y a quoi que ce soit, donc, vous avez des assureurs. Pour ceux qui ont de la cyberassurance, vous avez des firmes juridiques. On vient vraiment intervenir, là, collaborer avec des firmes comme ça, nous, au niveau de tout ce qui est sécurité de l'information. Comme vous le voyez, là, en fait, dans le petit cadre du CAI. Donc, on parle vraiment en fait, de collaboration entre les deux types de services pour, un, emmener tout le côté légal et juridique, et deux, emmener tout le côté opérationnel et TI. Donc, de notre côté à nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment l'expertise au niveau de la cybersécurité. Donc, une firme comme nous, une firme de cybersécurité, vient combler en fait les besoins et les requis de cybersécurité. On vient sécuriser vos données, donc déterminer ce que vous avez comme données, qu'est-ce que vous traitez comme renseignement personnel, puis les sécuriser avec différents outils. On va mettre en place des politiques, des procédures TI. Donc, évidemment, ça fait partie de toute la loi 25, mais plusieurs choses en addition autour de ça. On vient vous assister aussi sur le niveau de risque général, en fait. Donc, quand on regarde la gestion du risque d'une entreprise, il y a beaucoup de portions de ça qui vient du côté opérationnel et TI. Donc, on vient vous aider à déterminer ce que vous avez en place, c'est quoi votre niveau de risque général, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour, au moins au minimum, améliorer le tout, puis sécuriser votre entreprise. Puis, comme je l'ai mentionné, en fait, on vient travailler en collaboration avec assureurs, avec avocats, avec d'autres parties qui viennent combler les besoins pour vraiment sécuriser et réduire les risques de votre entreprise. Olivier, tu peux avancer. Donc, petit rappel au niveau des dates, en fait, date importante qui est déjà passée. Donc, le 22 septembre 2022. Depuis le 22 septembre 2022, vous devriez avoir mis en place les différents points qui sont ici. Donc, on parle de désigner évidemment une personne responsable des renseignements personnels. On parle de publier le titre aussi, les coordonnées sur le site d'entreprise. Donc, idéalement, en fait, on ne met pas le nom avec le courriel personnel, mais plutôt un courriel qui est plus générique, là, qui vous permet, là, dans le fond, de publier l'information comme ça. On parle de communiquer tout incident de confidentialité, ce que vous allez voir dans quelques minutes. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'un incident de confidentialité, malgré que William, tu nous parles un peu plus tantôt. Mais je vais donner un peu plus de concret autour de ça. On parle de mettre en place un registre des incidents. Donc, quand on a un incident de confidentialité, où est-ce qu'on, en fait, comment on déclare l'incident au CAI, comment on maintient cette information-là, où est-ce qu'on la stocke, au cas où, en fait, au cas où que la CAI vienne faire une enquête, vienne voir ou demande de la documentation à ce niveau-là. On vient aussi déterminer quel renseignement personnel votre entreprise détient. Puis, on vient divulguer la vérification et confirmation d'identité faite au moyen de la biométrie. Donc, point moins parlé, moins connu. En fait, très peu d'entreprises présentement utilisent la biométrie à des fins de vérification d'identité ou même de punch. Mais c'est quelque chose qu'on vient introduire dans la phase 1 qui va être beaucoup plus en avance dans la phase 2, en fait, présentée. Tu peux avancer, Ali? Donc, qu'est-ce qu'un incident de confidentialité? Rapidement, on a déjà parlé, mais c'est quand n'importe quelle donnée confidentielle, donc des RP, renseignements personnels, des secrets commerciaux, de l'information financière, médicale, quand c'est divulgué ou accessible à quelqu'un qui est non autorisé, donc quelqu'un à l'externe, quelqu'un qui ne devrait pas avoir cette information-là. Donc, j'ai mis quelques exemples que vous le voyez, mais on parle de perte ou vol de, mettons, un portable contenant des données sensibles. Donc, si la personne a accès avec peu d'outils de sécurité, si la personne est capable d'accéder aux informations, on a un incident de confidentialité, un cyber-incident aussi. On parle d'accès non autorisé à un système informatique. Donc, quelqu'un qui réussit à accéder à vos courriels, qui réussit à accéder à vos serveurs, votre infrastructure physique et virtuelle, en fait. On parle de n'importe quelle erreur humaine aussi, l'envoi d'un courriel, renseignement personnel. Donc, vous voyez que c'est toutes des choses qui se rattachent à la cybersécurité en général. Donc, beaucoup de choses qu'on peut facilement prévenir ou régler avec différents outils. Avancer. Vous avez entendu un paquet de termes, un paquet de choses. Vous voyez que côté légal, c'est beaucoup plus complexe.
chose qu'on a entendu énormément de nos clients là, depuis qu'on parle de la loi 25, c'est que c'est trop compliqué. Les gens veulent comprendre c'est quoi, pourquoi, c'est quelles répercussions possibles, puis qui est-ce qui peut juste les inciter à passer à travers la première phase, idéalement la deuxième phase le plus vite possible, puis éventuellement la troisième phase, puis maintenir. Ce que nous, on propose, c'est vraiment un plan simple. Donc, vous le voyez, là, en fait, pour ceux qui voient la présentation. Mais on est vraiment allé avec une approche efficace, simple, sans créer plein de choses autour de ça, dont des vidéos, de formation. Toutes des choses qu'on peut faire en ajout. Mais principalement, ce qu'on veut vous apporter, c'est une assistance, donc une prise en charge complète, surtout pour la phase 1 ici, qu'on voit là, au coût là, de 1 499. Donc, on parle de rencontre avec l'équipe de conformité. On parle d'assistance au niveau de la mise en place des requis. Donc, on a parlé de nomination de responsables, la publication sur le site web, les procédures, la documentation au niveau des politiques. On parle de documentation aussi au niveau du formulaire, donc le formulaire de déclaration. Qu'est-ce que vous remplissez ou qu'est-ce que, c'est en fait, la personne en charge des renseignements personnels chez vous remplit quand on vit une cyberincident. On parle de documents pour les employés. Donc, documents pour les employés étant de la documentation sur qu'est-ce qu'un renseignement personnel, l'éducation sur qu'est-ce qu'un renseignement personnel, qu'est-ce qu'un cyberincident, qu'est-ce qu'un incident de confidentialité. Donc, toutes des choses qu'on fournit, nous, dans un très simple package avec la consultation là, pour vous assister ici. Évidemment, on inclut aussi tout ce qui est consultation avec notre équipe de cybersécurité. Pour ceux qui sont déjà clients avec Sudlan, vous le connaissez très bien, donc on a une évaluation qu'on va vous présenter dans quelques minutes, qu'on inclut, qu'on fait, là, en fait, pour aller analyser le tout, puis vous proposer les meilleurs outils par la suite. Pour la phase 2, autre question qu'on a énormément ces temps-ci, donc phase 2 qui est encore un peu floue, William l'a mentionné, là, qui se concrétise de plus en plus. Par contre, au niveau de ce qu'il y a à mettre en place pour la phase 2, qui est en septembre là, prochain, septembre 2023, on parle de mettre en place des outils de traçabilité des données sensibles dans leur cycle de vie. Donc, ce que vous comprenez, on répertorie en fait les renseignements personnels à la base. Après ça, il faut pouvoir les suivre. Donc, voir où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils vont, qui touche à ces renseignements personnels-là. Donc, ça va se faire à travers différents outils, mais la mise en place d'un système de classification des données, puis l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée là, que William a mentionné. On parle aussi de mise à jour du site web pour la gestion des cookies. Donc, chose qu'on voit de plus en plus, en fait, ça fait quelques sites dernièrement que je vois, mais le choix dans le consentement. Donc, chaque site web, en étant premier, sans se connecter pour la première fois, vous propose est-ce que vous voulez accepter ou refuser les termes. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on va pouvoir avoir en fait une granularité dans ce que vous donnez là, comme information à travers ce site web-là. Puis on parle de politique de gouvernance des données. Donc, ça va venir prochainement. Présentement, on a énormément de demandes juste à combler ceux qui sont, on pourrait dire, en retard là, sur les requis de la loi de la phase 1. Donc, sachez que tout client ou tout le monde qui est intéressé, c'est quelque chose qu'on travaille dessus, qu'on va activement pouvoir sortir là, au cours du mois prochain. Au niveau de l'évaluation, je l'ai mentionné rapidement. Donc, en termes d'évaluation, on est expert en cybersécurité. Donc, notre but, notre objectif pour vous, c'est d'évaluer ce que vous avez au complet. Donc, voir votre niveau de risque, votre niveau de cybersécurité générale. C'est déterminer qu'est-ce qui serait requis. Donc, on a une évaluation qui est assez simple, qui dure à peu près une demi-heure à 1 heure, là, dépendant de la complexité de votre environnement. Mais avec ça, ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui est juste un nice to have, qu'on pourrait dire en anglais. Donc, on va vraiment faire le tour de toute solution, puis arriver avec des recommandations claires. Vous pouvez prendre cette information-là pour faire ce que vous voulez, mais nous, notre but, c'est vraiment de vous donner une image claire et nette de où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous pourriez améliorer différents points. Ça vous permet évidemment de bâtir votre plan. Donc, on est capable de travailler avec vous pour bâtir votre plan de projet de cybersécurité, le cheminement au cours de la prochaine année ou les prochaines années. Donc, pour conclure rapidement, au niveau de. On a parlé beaucoup d'outils, on a parlé de choses au niveau des partenaires, différentes offres qu'on est capable d'offrir. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que la cybersécurité, c'est plus que juste des outils. Donc, on parle de beaucoup plus large. On parle de continuité des affaires. On parle d'un plan de réponse aux incidents. William, de passer quand même du temps là-dessus. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Le moment qu'on a un cyberincident ou un cyberincident, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on colmate l'incident? Comment qu'on règle l'incident? Comment qu'on intervient par la suite? Qui intervient? Donc, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le plan de réponse aux incidents, qui est quelque chose qu'on a énormément comme demande là, présentement. On parle de consultation, recommandations, de tout ce qui est rédaction des politiques. Évidemment, on parle de formation aussi. C'est toutes des choses qu'on peut vous offrir. Donc, formation custom, formation automatisée, c'est dépendant de qu'est-ce que vous avez besoin. Si c'est juste pour
la compréhension de la cybersécurité pour vos employés ou si vraiment vous voulez qu'on forme, qu'on aide les gens de votre entreprise à comprendre, c'est plus large que juste qu'est-ce que du phishing, par exemple. Pour terminer, en fait, la conformité. Donc, chose que récemment, on investit beaucoup. Donc, on a une super solution sur tout ce qui tourne autour de l'accompagnement pour certification cybersecure, pour SOC 2 type 2. Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin, que vous voulez explorer, là, on peut certainement vous assister à ce niveau-là. Je termine là-dessus. On va prendre les quelques minutes qui restent pour poser des questions. Si vous êtes capable d'accéder, Olivier, je sais que tu me mentionnais que tout fonctionne. Moi, je prends 10 secondes max, juste pour peut-être mettre un petit mot de la fin. Merci, Nick, c'était super intéressant. Je vais faire mon avocat fatigant. Deux choses. D'un, oui, la loi est là, puis Nick, tu l'as dit, c'est très multidisciplinaire comme approche, la loi 25. Je pense que Solulan, sans aucun doute, sont les mieux placés de loin pour proposer des solutions, bref, proposer des choses pour savoir justement où sont vos données, quand sont-elles à tel endroit, chez quel fournisseur, quelles données est-ce que j'ai. Bref, il y a un aspect très, très technologique à cette mise en conformité-là. Donc oui, c'est tout à fait pertinent. Je veux juste rappeler là, quand même, dans des situations critiques, là, comme la réponse à un incident ou, des évaluations de sécurité, c'est toujours très, très pertinent là, d'impliquer les avocats quand même dans ces processus-là en raison du secret professionnel de l'avocat là, qui permet quand même de protéger tous les conseils, par exemple, qui seraient donnés par des experts comme celui-là ou quoi, lorsque tu sais, je sais pas, par un avocat, ça permet de protéger toutes ces informations-là qui sont échangées, les conseils, les évaluations de divulgation en preuve dans le cadre d'un éventuel recours. Je sais qu'on ne veut pas se rendre là, mais je tenais juste à le préciser quand même sur l'importance de l'implication d'un avocat. Pour le reste, c'est ça, c'est vraiment multidisciplinaire. Donc, c'est super intéressant, Nick, ce que vous avez offert. Merci. Monsieur, nous avons des questions qui viennent de rentrer. Je ne sais pas si vous les voyez de votre côté. Je peux les poser sinon de vive voix. C'est plus simple. Moi, je vois rien. Rapidement, je voulais vous dire que vous avez accès en fait au courriel ici. Donc, on va vous envoyer la présentation, mais si vous avez des questions juridiques, légales, William est là pour vous. Parfait. Allons-y avec la première question, messieurs. Claude nous pose la question. Qu'arrive-t-il sur une firme comme MailChimp, Eat, DoorDash qui offre des services d'infolette ou qui fait le pont de communication entre nous et le client et qui garde les données qui nous permettent une certaine extraction et que nous l'utilisons pour sortir des statistiques? En d'autres mots, si je comprends bien, des MailChimp, des third party qui nous permettent de sortir des statistiques clients, mais qui sont justement des applications tierces. Comment ça fonctionne aux yeux de la loi? Ben, je dirais deux choses pour répondre à ça. De un, le principe, c'est que l'entreprise demeure responsable de ses sous-traitants, de ses fournisseurs de services. MailChimp est un fournisseur de services que l'entreprise souscrit, là, donc souscrit pour les services de MailChimp. Et va donc être responsable si MailChimp a des pratiques dans le cadre de ses services qui ne se conforment pas à la loi applicable. Donc, on ne peut pas se retourner vers MailChimp pour dire, ben voyons, pourquoi tu fais ça? On a supposé se conformer à la loi. L'entreprise est responsable. C'est un des principaux objectifs de la loi, c'est de responsabiliser l'entreprise dans ce sens. Deuxième chose, peut-être plus spécifiquement, là, les statistiques qu'on peut voir, ou bref, les données qui peuvent être extraites par MailChimp. Je ne suis pas un expert de cet outil-là, mais pour l'avoir déjà utilisé, je comprends bien qu'on peut quand même avoir des stats individualisées, là, peut-être pour chaque destinataire de courriel. Dans cette mesure-là, si on recueille des renseignements sur l'ouverture de courriel, ce que l'individu a cliqué à l'aide de pixels ou je ne sais pas quelle autre technologie sur le courriel, qui est individualisé, donc qui peut être associé à un individu en particulier, on est en présence de renseignements personnels. Donc, on doit le divulguer dans notre politique de confidentialité et obtenir un consentement, etc., qui déclenche, bref, les obligations de la loi 25. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup, William. En passant, si jamais vous voyez notre collègue Jesse qui répond à vos questions, Jesse qui est notre expert de conformité à l'interne chez Sublan. Alors, je vois qu'il a déjà répondu à quelques questions. Entre autres, on nous avait posé si un OSBL est assujetti à la loi. Jesse nous confirme que oui. Will, peut-être si tu peux double confirmer. En principe, oui, là, c'est comme une analyse selon les circonstances qui doit être effectuée, mais la loi s'applique à l'exploitation d'une entreprise là, qui est quand même très généralement définie. Dès qu'on a une opération un peu comme commerciale ou organisée dans le marché, là, qu'on soit à la recherche ou non de profit, normalement, on est dans l'exploitation d'une entreprise. Donc, en principe, oui. Dans le doute, on présume que oui.
Excellent. Peut-être laisser un petit 30 secondes restant pour les questions. On vous invite à utiliser le chat ou si vous voyez l'onglet Q&R sur votre salle Teams ou si jamais vous êtes utilisé le web, vous devriez le voir apparaître en haut ou à droite. Parfait. Je pense que c'est bon, monsieur. Oh, non, C'est le excusez-moi, tour. il y en a une qui On a une vient. question. Ouais, Yes. effectivement, on vous rappelle qu'on va vous envoyer la présentation, effectivement, pour tous ceux qui se sont inscrits aujourd'hui. Merci d'avoir posé la question. Puis Puis, vous allez n'oubliez avoir en pas, fait un contact de votre gestionnaire de compte pour tous ceux qui se sont inscrits, qui sont déjà clients avec Sullan. Donc, ils vont communiquer avec vous au cours de la journée en après-midi. Vous allez pouvoir poser les questions au besoin puis avoir la présentation aussi en main. puis un dernier petit mot de la fin. Vous pouvez avoir l'air peut-être que vous êtes découragé juste à cette présentation-là, mais je pense qu'il ne faut pas être découragé. Il n'est pas trop tard là, pour agir, pour se mettre en conformité avec la loi 25, même si ça arrive bientôt. Là. Autant l'équipe de Nicolas que l'équipe chez Pascal, on a des solutions personnalisées pour identifier les risques prioritaires à gérer. Puis il n'est pas trop tard là, pour agir, pour vous conformer à cette nouvelle loi là, qui arrive principalement en vigueur cet automne. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Bonne journée tout le monde.